à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire dans le cadre de la Club Manager Academy, qui sera présenté par Karine Toussaint, qui est donc conseillère du pôle juridique à l'AISF et qui va vous présenter aujourd'hui des notions clés en droit des associations sportives. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez par rapport à ça. Et pour ceci, moi, je ferai attention au chat et n'hésitez pas à lever la main aussi. Je laisse Karine expliquer comment elle veut fonctionner. Mais en tout cas, on est vraiment là pour vous aider à vous éclairer sur toutes les situations. Je te Voilà. laisse. Merci Zoé. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, comme je disais, je vois quelques noms connus ici dans l'Assemblée, hein. Donc, je suis conseillère au pôle juridique depuis déjà maintenant, je le disais, presque 19 ans. Donc, je connais certains d'entre vous. Donc, ici, pour cette soirée, le but, c'est vraiment de faire un rappel sur les notions clés en droit des associations sportives. Vous avez ici mes coordonnées, donc vous verrez qu'à la fin de la présentation, vous aurez aussi les coordonnées de mes collègues. Le PDF de la présentation vous sera envoyé par Zoé juste après ce webinaire. Et donc, ce que je vous demanderai, en effet, c'est de poser principalement vos questions dans le chat ici au cours du webinaire. On laissera du temps à la fin aussi pour discuter ensemble si vous avez encore des questions, voilà, à face caméra. Mais donc ici, on va essayer quand même d'avancer tranquillement pour respecter l'horaire. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de vous fournir une information de base. Donc, pour ceux qui démarrent dans les clubs de hockey, ben voilà, ça sera peut-être une nouveauté. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, ça va être un petit rappel de ce qui est important. Le but est de vous donner des réponses claires aussi à vos questions. Le temps qui nous est imparti, comme je l'écris là, ne va pas suffire pour aller en profondeur dans tous les détails, parce que voilà, il y a des formations qui sont prévues pour ça aussi à la ISF, donc on en parlera si vous le souhaitez à la fin. Et donc, je suis à votre disposition, ainsi que mes collègues, pour toute question qui est plus spécifique à votre organisation, puisque bien entendu, on ne va pas pouvoir traiter ici de tous les cas particuliers, mais n'hésitez quand même pas à poser vos questions, j'essaierai d'y répondre vraiment au maximum dans ce webinaire. Donc, au programme aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Ben, comprendre le cadre légal spécifique au club sportif, donc géré ici donc en ASBL, maîtriser les outils juridiques essentiels, donc par exemple les statuts, le règlement d'ordre intérieur. On va parler aussi de la différence entre règlement d'ordre intérieur et règlement du travail. Essayez vraiment d'adopter de bonnes pratiques de gouvernance pour votre association. Un petit mot aussi sur les obligations d'archivage et de gestion documentaire. Et puis un mot sur les sanctions et les conséquences en cas de manquement à toutes ces obligations légales. Donc le but, c'est vraiment ici de vous rappeler ce qui est obligatoire par rapport à la gestion de votre association et d'essayer d'éviter de faire des erreurs qui pourraient avoir des conséquences graves pour votre organisation. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec donc le cadre légal des clubs sportifs gérés en ASBL. Ben, qu'est-ce que c'est la législation qui s'applique à vous dans ce cadre-là? Bien, c'est d'abord le Code des sociétés et des associations qui est d'application depuis le 1er janvier 2020 et qui a remplacé l'ancienne loi sur les associations. Donc, cette ancienne loi, elle datait de 1921. Il était temps de la revoir et donc le législateur a souhaité remettre ensemble, en fait, les associations et les entreprises dans le même code. C'est pour ça que ça s'appelle Code des sociétés et des associations. En raccourci, on dit le CSA. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les ASBL sont considérés aussi comme des entreprises. Donc, ça veut dire notamment le grand changement qui a été apporté par le CSA, c'est que les associations ont le droit d'avoir des activités commerciales de manière illimitée à partir du moment où c'est bien prévu dans leur statut, j'y reviendrai. Donc ça, c'est quand même une grosse différence par rapport à la loi de 21, où il y a des tas de choses qui étaient en fait tolérées, mais ça n'était pas prévu initialement dans la législation. Alors, autre cadre légal, là, si votre association est employeur. Donc, on sait qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de clubs sportifs qui sont employeurs suite à la fin du travail associatif, donc qui a été retransformé en contrat article 17. Vous les utilisez certainement, au moins certains d'entre vous. Donc, si l'ASBL, votre club sportif, est employeur, il y a aussi un cadre légal à respecter, c'est toute la législation sociale, la loi sur le contrat de travail, sur les vacances annuelles, la loi sur le travail, etc. Et puis, les conditions de travail qui sont mises en place dans nos secteurs. Donc, chez nous, c'est la commission paritaire 329. Et donc, on doit respecter les conventions collectives de travail de la commission paritaire 329. Donc, je rappelle, la commission paritaire,
c'est un lieu de concertation sociale où on va mettre en place les règles d'un secteur. Donc l'ACP 329, qui va se décliner en 329.02 pour le côté francophone, 0,3 pour le côté bicommunautaire. Donc, si votre association est à Bruxelles, qu'elle a les statuts dans les deux langues et du public bilingue, voilà, c'est la sous-commission paritaire 329.03. Et ce sont ces règles-là qui vont s'appliquer à vous. Si vous avez des questions à ce niveau-là, on ne va pas passer ça en revue ce soir, évidemment, c'est bien trop long. Je ne vais pas vous faire un cours de droit social exhaustif, mais vous n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions par rapport à l'engagement de vos collaborateurs. OK ? Alors, bien évidemment, vous avez aussi toute la réglementation qui est relative plus spécifiquement au sport, c'est-à-dire le code éthique, les règles qui sont dictées par votre fédération, par l'ADEPS, etc. Et puis, par la suite, à un autre niveau, on a les statuts et les règlements internes de la SBL. C'est ce que vous allez mettre en place pour votre structure. D'autres législations diverses et variées auxquelles vous êtes aussi soumis et que vous connaissez déjà certainement de nom, le RGPD, la législation sur la vie privée, la législation relative à la sécurité et au bien-être des travailleurs, des volontaires, etc. Donc tout ça constitue le cadre légal pour les clubs sportifs gérés donc en ASBL. Je vais revenir ici sur la définition de l'ASBL, donc selon le Code des sociétés et des associations. Et donc, une association sans but lucratif est maintenant désignée comme étant un groupement de personnes, personnes physiques ou personnes morales, qui poursuivent un but désintéressé. Okay. L'ASBL se compose aujourd'hui d'au moins 2 personnes. Dans l'ancienne loi, la loi de 21, il fallait être au moins 3 pour faire une ASBL. Aujourd'hui, on peut constituer une ASBL à 2 personnes. Ça n'est pas quelque chose que je conseille pour autant, parce que le but de créer une association, c'est quand même de s'associer, c'est-à-dire de s'entourer de personnes qui ont des compétences dont vous avez besoin pour faire fonctionner votre structure. Ici, 2 personnes, c'est quand même un petit peu lourd si on a une structure déjà avec pas mal de membres, etc. De faire tout ça à 2, c'est un peu compliqué. Donc, en plus, pour des questions de bonne gouvernance sur lesquelles je reviendrai par la suite, je pense que 2 personnes, ça n'est pas suffisant. Maintenant, voilà, légalement, vous pouvez aussi dire, on démarre avec 2 personnes parce qu'elle n'a pas d'autres personnes pour l'instant, et puis on va étayer plus tard l'association, c'est possible aussi, évidemment. Quelque chose qui est important, donc je vous ai dit qu'on pouvait avoir des activités commerciales, on peut bien évidemment faire du bénéfice, hein, les associations ont le droit, et je dirais même le devoir pour fonctionner, de faire du bénéfice, mais par contre, il faut veiller, et ça c'est la grosse différence qui reste entre une ASBL et une société commerciale, à ne pas octroyer d'avantages patrimonial aux membres de l'association ou aux administrateurs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas profiter de votre statut d'administrateur, par exemple, dans votre club sportif, pour vous octroyer des avantages. On parle d'avantages patrimoniaux directs ou indirects. Je vais vous donner ici un exemple pour essayer d'illustrer ça de manière plus concrète. Imaginons qu'à un moment donné, vous puissiez être engagé en tant que salarié dans votre club de hockey. Vous ne décidez pas vous-même de votre salaire. Vous voyez, c'est le conseil d'administration ou l'assemblée générale qui vont mettre en place voilà, une grille, qui vont dire, voilà, on va utiliser les barèmes de la commission paritaire de notre secteur, et cette personne, on va éventuellement lui reconnaître de l'ancienneté, etc. Mais voilà le salaire auquel elle va pouvoir avoir accès. Donc, ce n'est pas l'idée de se dire, je suis gestionnaire de mon ASBL et donc je vais m'octroyer un salaire de 10 000 euros. Voilà. C'est ça que ça veut dire, un avantage patrimonial direct. Ça pourrait être indirect aussi, si par exemple vous bénéficiez vous avez un local que vous voulez louer à la SBL et que vous allez louer dans un prix qui n'est pas le prix du marché, qui est beaucoup trop élevé par rapport au prix du marché, là où on est encore une fois dans un petit conflit d'intérêts et ça pourrait être considéré comme un avantage patrimonial. Donc dans ce cadre-là, on est dans l'illégalité, il faut faire attention à ça, il faut bien respecter les règles. Et des notions de bonne gouvernance permettent justement, du fait qu'on va faire des décisions, prendre des décisions de manière collégiale, donc ensemble, avec le conseil d'administration, vont permettre d'éviter les conflits d'intérêts et d'éviter ces histoires d'avantages patrimoniaux éventuellement. Alors, dès qu'un projet donc sportif ici commun a été défini, les statuts de la SBL doivent être rédigés et publiés au Moniteur belge. Donc, les statuts représentent donc les principes de base de l'organisation de la SBL, tout simplement. Petit rappel ici, l'ASBL, contrairement à l'association de fait, a une personnalité juridique propre, qui est indépendante de celle de ses membres. Donc ça veut dire que l'ASBL a des droits et des obligations, mais ça veut dire aussi que ça vous protège en termes de responsabilité.
Bien évidemment, les membres du conseil d'administration ont la responsabilité de gérer la structure de manière prudente et diligente, comme on dit en termes de responsabilité. Mon collègue Kevin Egria, que vous connaissez aussi certainement, reviendra plus précisément sur les questions de responsabilité dans le prochain webinaire qui aura lieu au mois de janvier. Mais c'est juste ici pour vous rappeler que quand vous êtes dans une ASBL, c'est la ASBL qui est, voilà, qui porte, je dirais, la responsabilité principale des actions. La SBL, elle peut ester en justice. Et par exemple, s'il y a un accident, et c'est l'assurance de l'association qui va intervenir, on ne va pas aller chercher l'argent dans votre poche, hein. Contrairement à d'autres formes juridiques, donc les sociétés commerciales, la société anonyme, etc., il ne faut pas de capital de départ pour constituer une ASBL, donc ça reste quand même une structure qui est facile à gérer et qui est assez économe à faire fonctionner et à créer. Zoé, si tu vois des questions, tu me fais signe, n'hésite pas, hein. Alors, on parlait des statuts et des règlements internes. Donc, il y a plusieurs documents ici qui vont régir l'organisation de l'association. Et donc, en premier, les statuts. Donc, les statuts, c'est ce qui va être déposé au Moniteur belge, c'est ce qui va être publié sur la Banque Carrefour des entreprises, donc que tout le monde pourra consulter. Donc, sur la Banque Carrefour des entreprises, vous avez en fait la carte d'identité de toutes les sociétés, qu'elles soient commerciales ou non marchandes en Belgique, et notamment aussi les indépendants en personne physique. Les statuts vont définir le fonctionnement des organes de l'association, définir les buts, c'est-à-dire les missions de l'association, et l'objet social, c'est-à-dire les activités qui vont être mises en place pour réaliser les buts. Okay. À côté de ça, j'y reviendrai, on peut avoir un règlement d'ordre intérieur. Donc au niveau sportif, on a la plupart du temps toujours un règlement d'ordre intérieur. Donc ça peut être un règlement d'ordre intérieur pour le fonctionnement de l'organe d'administration. Donc quand je parle d'organe d'administration, je parle du conseil d'administration, hein. Dans le CSA, donc, il parle d'organes d'administration, mais concrètement, c'est la même chose que ce que vous appeliez autrefois le conseil d'administration, hein. Donc, le règlement d'ordre intérieur, ça peut être pour l'organe d'administration, mais ça peut être aussi, et c'est le cas dans les clubs sportifs, à destination des participants aux activités, des membres de la structure, voilà, pour vraiment sécuriser le fonctionnement de vos activités. Si vous avez des travailleurs salariés, vous devez aussi mettre en place un règlement de travail. Donc, ce sont bien deux documents distincts. J'entends souvent des confusions entre ROI et RT. Donc, faites bien attention. Si vous avez des travailleurs salariés, dès le premier travailleur, même s'il s'agit d'un petit contrat article 17 pour une seule journée ou d'un contrat d'occupation d'étudiant, vous devez avoir un règlement de travail. Ça, c'est une obligation légale. C'est quelque chose qui est extrêmement contrôlé par les inspecteurs sociaux. Donc, il faut faire très attention à ce niveau-là. Vous pouvez vous adresser à l'AISF pour obtenir un modèle sectoriel qu'on a mis en place avec d'autres fédérations de la Commission paritaire 329, qui est régulièrement mis à jour. Donc, si vous avez un ancien règlement de travail et que vous pensez qu'il est plus à jour, n'hésitez pas à faire appel à nous. On peut effectuer des relectures, on peut aussi le créer de toutes pièces. Ça, c'est un petit service qui est payant, mais qui est tout à fait raisonnable à partir du moment, ici, vous êtes membre de l'AISF, puisque vous êtes membre de la fédération de hockey. Alors, ce qui est important aussi, une fois que tous ces documents sont mis en place, c'est de bien veiller à l'accessibilité de ces documents pour les intéressés. Donc, le règlement de travail, il doit être donné ou envoyé par mail aux travailleurs. Le règlement d'ordre intérieur doit aussi être transmis aux membres et aux participants, éventuellement affiché, mis sur votre site Internet. Voilà, les statuts, on les voit sur la Banque Carrefour, mais ils sont aussi assez régulièrement mis sur les sites des structures. Alors, ces fameux statuts, je reviens sur les mentions qui sont obligatoires parce que c'est intéressant de voir si vous êtes bien raccord par rapport à cela, parce que si vos statuts ne sont pas à jour, ne sont pas en ordre, vous risquez vraiment des sanctions. Donc, je reprends ici sur 2 dias, je vais juste les énumérer, les mentions obligatoires dans les statuts d'ASBL. Bien évidemment, le mot association sans but lucratif ou le sigle ASBL qui doit s'y trouver, le nom de l'ASBL. Je précise que le nom de la SBL, normalement, ne peut pas être un nom qui est déjà utilisé par une autre structure. Concrètement, si vous allez voir sur la Banque Carrefour des entreprises, vous verrez qu'il y a quand même pas mal d'associations ou de sociétés commerciales qui peuvent avoir le même nom. Mais là, on va quand même aller voir, tiens, est-ce qu'elles font la même chose? Est-ce qu'elles sont dans la même zone de chalandise, c'est-à-dire dans la même région, etc. Donc, si vous avez un indépendant qui porte la même enseigne que votre association, mais qui ne fait pas du tout des activités sportives, ben, ça ne va pas vous poser souci. Mais sinon, attention de ne pas utiliser un nom
qui est déjà utilisé pour une activité similaire, d'autant plus si c'est dans une région proche. Ça, il faut faire quand même attention, parce qu'il y a aussi des gens qui peuvent avoir déposé des marques, par exemple, et qui pourraient après vous causer souci. Donc attention à ce niveau-là. Alors, ce qui est Karine, il très y a une important, question oui. dans le chat. C'est le règlement de travail est-il obligatoire si le club fonctionne uniquement avec des bénévoles rémunérés par note de frais? Eh bien, des bénévoles, ce ne sont pas des travailleurs, ce sont des bénévoles. Et je vous invite tout de suite à retirer de votre langage le mot rémunéré, parce que la rémunération, ça fait justement appel à une activité professionnelle. Donc, il faut bien faire attention. Les bénévoles, ils sont défrayés, hein. Ils sont défrayés. On peut parler de défraiement ou d'indemnité, mais jamais de rémunération. Mais donc, les bénévoles ne sont pas des travailleurs. Il n'y a pas de contrat de travail avec eux, donc il n'y a pas besoin de règlement de travail. Par contre, ils peuvent être soumis justement à votre règlement d'ordre intérieur et dans la convention que vous pouvez faire avec eux, vous pouvez bien évidemment indiquer des dispositions qui s'appliquent uniquement à eux, ça, il n'y a pas de souci. Mais ce ne sont pas des travailleurs. Alors, je reviens à mes statuts. Mention obligatoire, l'indication de la région dans laquelle le siège social de l'ASBL est établi. Donc, on rappelle qu'une ASBL belge doit être située en Belgique, mais qu'elle peut aussi agir à l'étranger. Donc, votre club de hockey a un siège social à Bruxelles, en Wallonie ou éventuellement même en Flandre, ça pourrait être le cas. Mais vous pouvez avoir des activités à l'étranger. Donc, vous pouvez bien évidemment organiser des stages à l'étranger, des choses comme ça. Mais voilà, votre ASBL, elle est belge, la région, on l'indique dans les statuts. On ne doit plus nécessairement mettre l'adresse dans les statuts, on va la mettre plutôt dans les dispositions diverses, ce qui permet de ne pas modifier les statuts. Chaque fois qu'on a modifié l'adresse, ça va être voilà, une publication différente. Alors, dans les mentions obligatoires, le but désintéressé que la SBL poursuit, c'est-à-dire le but, on parle de la mission, le projet, pourquoi vous avez créé votre association. Ici, concrètement, ça va être la promotion du sport et du hockey en particulier, par exemple. Et puis, les activités qui constituent l'objet. Donc, l'objet social, c'est qu'est-ce qu'on fait pour réaliser ce but? Ben, voilà, on va organiser des cours de hockey, on va organiser des stages, on va organiser des activités diverses et variées. Il faut normalement les indiquer, les énumérer en tout cas dans les statuts. Puisque aujourd'hui, on ne peut pas effectuer une activité qui n'est pas prévue dans l'objet social. Donc, par exemple, si à un moment donné, vous ouvrez une cafétéria dans votre club sportif, vous devez avoir mis dans l'objet social que vous pouvez ouvrir une cafétéria. Sinon, vous n'avez pas le droit d'effectuer cette activité. Alors, très important aussi, les conditions et formalités d'admission et de sortie des membres. Ici, quand on parle des membres tout court, on parle des membres effectifs, c'est-à-dire les fondateurs de l'association et ceux qui ont un droit de vote à l'Assemblée générale, hein, ce sont les membres de l'Assemblée générale. Et si vous avez des membres adhérents, c'est le cas dans les clubs sportifs, ce sont les participants à vos activités, sont des membres adhérents. Il faut aussi indiquer dans les statuts les droits et obligations des membres adhérents. Okay, on n'est pas obligé d'avoir des membres adhérents. Il y a des associations qui n'ont que des membres effectifs. Mais ici, dans le secteur sportif, a priori, voilà, vos participants aux activités sont vos membres, ils ont payé leur licence, ce sont des membres adhérents. Alors, on doit aussi indiquer dans les statuts le mode de convocation de l'Assemblée générale, les attributions de chacun, donc qui va s'occuper justement d'envoyer les convocations, etc. La manière dont les résolutions sont portées à la connaissance des membres et des tiers, donc ça, ce sont des mentions obligatoires. Les règles qui concernent la nomination, ça c'est très important, et la cessation de fonction des administrateurs. Donc, comment est-ce qu'on fait pour nommer un administrateur? Comment est-ce qu'on peut poser sa candidature? Qu'est-ce qui se passe quand un administrateur a fait des bêtises et qu'on veut l'exclure de l'association? Voilà, toutes ces règles-là doivent se trouver là. La durée du mandat. Donc, on peut indiquer dans les statuts que le mandat des administrateurs est par exemple de 3, 4, 5 ou 6 ans. On peut aussi dire que le mandat des administrateurs est à durée illimitée. Donc, attention, si on indique qu'il y a une durée limitée, par exemple, de mandat de 4 ans, ben, ça veut dire qu'au bout de 4 ans, il faudra republier la reconduction du mandat des administrateurs ou la nomination de nouvelles personnes. Okay, si vous mettez que le mandat est à durée illimitée, ça vous épargne une publication. Maintenant, en termes de gouvernance, je ne dis pas que c'est bien nécessairement d'avoir des gens qui ont des mandats à durée illimitée. Voilà, souvent, voilà, on va plutôt mettre 4 ans. Les gens vont s'engager pour une certaine durée. Je rappelle quand même qu'on a toujours le droit de démissionner à tout moment, même si on est dans une ASBL où on s'est engagé pour un mandat de 3 ou 4 ans. Les dispositions qui concernent la possibilité pour certaines personnes de représenter la SBL ou d'en assurer la gestion journalière. Ça, c'est très important aussi. Donc, en dehors du conseil d'administration qui va se réunir peut-être une fois tous les trimestres ou tous les 2 mois pour prendre les décisions importantes pour l'association, on peut déléguer le quotidien à une personne qui s'appelle le délégué à la gestion journalière.
C'est important que ces fonctions soient bien délimitées. Jusqu'où est-ce qu'il peut aller? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? À quel moment doit-il invoquer, réunir le conseil d'administration ou le bureau pour prendre une décision? Ça, c'est important. Alors, le nombre minimum de membres de l'association doit être mentionné. Donc, je l'ai dit, le nombre minimum, c'est 2. Le montant maximum de la cotisation des personnes qui souhaitent rejoindre la SBL, ça c'est une obligation aussi, je vois que ça manque souvent dans les statuts, on doit indiquer le montant maximum de la cotisation. Donc on veut dire, on peut réclamer une cotisation par exemple de maximum 5 000 euros. Vous pouvez mettre 100 euros si vous voulez, mais si vous voulez augmenter la cotisation et que ça dépasse le montant que vous avez mis initialement, vous allez devoir modifier vos statuts. Donc je vous invite à mettre un montant qui est suffisamment élevé, ça peut être 1 000 euros par exemple, et comme ça vous êtes un peu tranquille suite aux indexations. Karine, je vois qu'il y a deux questions dans le chat. Oui, La première, et elle suivait la précédente, mais je ne l'avais article pas vue. 17, règlement de travail, oui, je vois. En Ouais. effet, l'article 17, c'est bien un contrat de travail salarié. Donc là, il faut un RT. Et puis, donc, pour les assurances, est-ce qu'il y a des obligations, couverture des risques juridiques ou autres? Oui. Au niveau du conseil d'administration, on peut prendre ce qu'on appelle une RC administrateur, donc qui va vous couvrir pour les fautes de gestion. Ça, c'est déjà quelque chose qui est conseillé pour le conseil d'administration. Mais à la base, ce qu'il vous faut aussi, c'est une RC, je dirais, de base, hein, la RC générale pour l'association qui va donc couvrir en cas de dommages qui sont causés à des tiers. Donc ça, ce sont des sujets sur lesquels mon collègue Kevin aussi, puisque c'est lié à la responsabilité, reviendra longuement lors du prochain webinaire. Mais si vous le souhaitez, nous avons une petite fiche qui reprend toutes les assurances qui sont conseillées ou obligatoires. Vous pouvez nous la demander. Bien veiller, si vous avez justement des bénévoles, ce qui est le cas a priori à peu près pour tout le monde, que l'ARC générale de l'association couvre aussi les bénévoles, parce qu'eux, ils doivent être assurés en responsabilité civile, c'est une obligation. Voilà. Alors, le but désintéressé auquel la SBL doit affecter son patrimoine en cas de dissolution, c'est obligé aussi. Donc, si à un moment donné, votre club sportif s'arrête et que vous voulez dissoudre la SBL, il n'est pas autorisé de vous répartir l'argent qui reste sur le compte de la SBL entre vous. Ça, c'est évidemment pas autorisé. Donc, on doit, à ce moment-là, s'il reste de l'argent, affecter ce montant à une autre association qui a un but similaire. Donc, vous pourriez décider voilà, que vous allez donner ça à un autre club sportif, pas nécessairement de hockey, mais ça pourrait être un autre club sportif, ou éventuellement ben, à une bonne œuvre, ça on peut l'indiquer aussi dans les statuts. Alors la durée de vie de la SBL, si elle n'est pas illimitée, ça c'est assez rare qu'on mette une durée de vie limitée pour une association. Ben, un club sportif, a priori, on va le créer pour une durée illimitée. Donc ça, c'était les mentions obligatoires dans les statuts. Alors, les formalités, juste ici, un petit rappel, je vais aller rapidement là-dessus parce que, bon, la plupart d'entre vous ont déjà leur club, donc ici, mais c'est juste pour un rappel pour la création. Donc, dès qu'on crée une nouvelle structure, ben, on doit aussi, une fois que l'Assemblée générale est terminée, publier les statuts au moniteur belge. Donc là, pour ça, ben, soit on se rend au greffe du tribunal de l'entreprise, on fait ça sous format papier, soit on le fait sous format informatisé, j'y reviens plus loin. Et donc, dans cet acte-là, qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh bien, il va y avoir les statuts, mais il va aussi y avoir la nomination, donc les actes qui vont concerner la nomination des administrateurs, des personnes qui sont déléguées à la gestion journalière et éventuellement d'autres personnes qui seraient autorisées à représenter la SBL. C'est important que ça soit bien clair parce que si ça n'est pas publié bien correctement et qu'on ne sait pas bien qui sont les administrateurs et qui a le droit de faire quoi, vous risquez d'avoir un souci à un moment donné avec la banque. Parce que bon, les banquiers aujourd'hui sont vraiment avec des procédures extrêmement strictes par rapport à la gestion des sociétés et des ASBL. Et donc, ils ont besoin de savoir que les personnes qui représentent l'association ont toujours bien le droit de les représenter. Ils vont vous demander périodiquement, voilà, quelle est la constitution de vos conseils d'administration. Ils peuvent vous demander le PV de votre de votre assemblée générale. Ils peuvent vous demander le registre UBO, etc., pour vraiment savoir qui est bien le représentant légal de l'association. Alors ici, quand on veut effectuer justement une modification statutaire, il faut bien se rappeler que seulement l'Assemblée générale peut modifier les statuts. Donc le conseil d'administration, lui seul, ne peut pas dire je vais modifier les statuts, il faut convoquer une Assemblée générale. Autrefois, dans la loi de 21, le délai de convocation était de 8 jours, il est aujourd'hui de 15 jours. Okay, ça, c'est une disposition du CSA. Donc, vous devez convoquer l'Assemblée générale au moins 15 jours avant la date de celle-ci. On parle de 15 jours calendrier, hein, ce n'est pas des jours ouvrables, ce sont des jours calendriers. Alors, qu'est-ce qu'on doit indiquer dans cette convocation? Eh bien,
qu'est-ce qu'on veut faire lors de cette assemblée générale? Qu'est-ce qu'on va modifier? Est-ce qu'on va modifier certains articles des statuts? Est-ce qu'on va effectuer des nominations ou des démissions ou des reconductions de mandats d'administrateurs? Ok, donc ça, on va mettre dans l'ordre du jour lorsqu'on envoie la convocation à l'assemblée générale. Petit rappel ici des quorums, donc c'est les présences des membres effectifs lors de l'Assemblée générale. Donc si vous faites une modification des statuts, il faut un minimum de 2 tiers des membres effectifs qui sont présents ou représentés via une procuration lors de l'Assemblée générale. Vous pouvez prévoir un quorum plus strict que 2 tiers, mais bah, habituellement, on ne va pas vous conseiller de faire des choses qui sont plus strictes que ce que la loi prévoit, parce que c'est parfois vous enfermer dans des situations où vous allez vous retrouver en disant ah zut, j'ai pas assez de personnes présentes à mon AG, je ne peux pas voter, ça ne sera pas valable, etc. Donc restons sur ce que le CSA prévoit. 2 tiers des membres, c'est déjà pas mal. Si jamais, lors de cette première assemblée générale, ben, vous n'avez pas le quorum de 2 tiers, vous pouvez prévoir une seconde AG, donc 15 jours plus tard au minimum, et celle-là pourra délibérer et prendre des décisions, même si le nombre de membres présents ou représentés n'atteint pas les 2 tiers. Donc voilà, on peut faire ça en 2 fois. Si la première fois, on n'a pas le quorum, on fera une deuxième assemblée générale. Ça, c'est une obligation. Alors, si on modifie les statuts en eux-mêmes, donc modifier des articles de vos statuts, il faut aussi que dans ces 2 tiers de personnes qui sont présentes, il y ait 2 tiers des voix exprimées. Si on doit modifier l'objet ou le but des intéressés de la SBL, donc on change en disant ben, on n'est plus un club sportif, on veut faire autre chose, ou bien simplement ajouter des activités dans l'objet social ou en retirer, là c'est 4/5 des voix qui doivent être exprimées. Okay, en cas de liquidation de la SBL aussi, donc si on veut à un moment de dissoudre et liquider la SBL, c'est 4/5 des voix exprimées, donc il faut un quorum plus important. Une fois que les modifications ont été adoptées par votre Assemblée générale, eh bien, on va évidemment rédiger un PV. Vous devez déposer un extrait du PV de l'Assemblée générale au greffe du tribunal de l'entreprise avec un texte coordonné des statuts. Si vous avez modifié plusieurs articles, je vous conseille vivement de recoordonner vos statuts et donc qui est toujours accessible sur la banque Carrefour des entreprises, une version complète de vos statuts. Parce que concrètement, si vous dites simplement nous avons modifié tel article comme ceci ou comme cela, si vous faites 3 fois ça au fil des années, ben, on ne saura plus exactement quel est le texte coordonné des statuts. Donc c'est bien toujours de republier les statuts en entier. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Si vous ne savez pas qui est le greffe du tribunal de l'entreprise compétent pour la publication, ça dépend de là où le siège social de l'association se trouve, vous allez sur le site ici que vous voyez, compétences territoriales justgov.be. Vous tapez le code postal du siège social et vous aurez la liste voilà, avec les adresses des tribunaux qui sont compétents pour vous. Une fois que le greffe a reçu les documents, il va transmettre ces modifications de statut au moniteur belge pour publication. Donc, normalement, ils doivent publier dans les 10 jours. On voit qu'aujourd'hui, les greffes ont malheureusement, surtout à Bruxelles, beaucoup de retard. Il y a des raisons à cela. C'est un manque de personnel. Voilà, il y a des difficultés. Il y a énormément d'actes à publier, apparemment, pour l'instant. Donc, on peut s'attendre que parfois 3 semaines, un mois pour la publication. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qu'on doit savoir aussi. C'est important. Alors, quelles sanctions vous attendent si vous n'avez pas des statuts qui sont conformes au CSA ou donc s'il manque des mentions obligatoires, etc. Eh bien, par exemple, si vous n'avez pas l'indication de la région et la dénomination ou la description précise du but et des activités de l'association, la SVL pourrait être dissoute par voie judiciaire. Donc, ça veut dire que quelqu'un pourrait pourrait déposer plainte, si vous voulez, ou alors ça pourrait être suite à une inspection. Une inspection sociale, une inspection fiscale, qu'on constate, l'inspecteur va constater que vos statuts ne sont pas en ordre et que, voilà, si vous ne les modifiez pas, il va dire, ben voilà, on peut dissoudre l'association. Donc, il faut quand même faire attention à ça. On peut aussi dissoudre l'association si vous n'avez pas déposé vos comptes depuis 3 années consécutives. Donc, encore une fois, il faut être aussi assez attentif à ça. Ne n'oubliez pas de déposer vos comptes au greffe du tribunal après l'Assemblée générale. J'y reviens un petit peu plus loin. Je reviens un instant sur le règlement d'ordre intérieur. Donc, si vous avez besoin d'une méthodologie pour écrire, rédiger votre règlement d'ordre intérieur, nous avons, donc c'est mon collègue Kevin Gria, encore une fois, qui a rédigé cette méthodologie pour vous aider en disant qu'est-ce qui peut être intéressant de mettre dans le ROI, qu'est-ce qu'on ne peut pas y mettre, comment on peut l'articuler. Voilà, donc il a préparé pour vous une structure.
Nous n'avons pas de modèle spécifique euh, qu'on va vous dire, voilà, remplissez ce modèle, parce que le ROI, c'est vraiment un document qui est très spécifique à chaque association. Votre fonctionnement, c'est vous qui le décidez. Après, au niveau de la fédération, vous avez certainement la possibilité d'avoir des conseils par rapport à ça aussi. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans ce ROI? Toutes des dispositions qui sont complémentaires au statut. Donc, il faut évidemment faire attention de ne pas contredire ce qu'on a mis dans les statuts, dans le règlement d'entrée intérieure, par rapport au fonctionnement des instances, etc., notamment. Ce qui va s'y trouver de manière régulière, ce sont des dispositions qui sont relatives à la pratique sportive et aux locaux. Donc, c'est vraiment qu'est-ce que vos participants, vos membres peuvent faire ou ne pas faire. C'est l'exemple classique de dire, ben voilà, on ne peut pas rentrer avec des chaussures de ville dans une salle de sport, par exemple, on ne peut pas fumer dans les locaux, ce genre de choses. Il y a aussi des dispositions sécuritaires que vous pouvez indiquer dans votre règlement d'ordre intérieur, c'est là leur place. Pour faire mention aussi aux référents éthiques de votre structure dans le règlement d'ordre intérieur. Donc voilà, il y a toute une série de choses qui sont complémentaires au statut que vous pouvez indiquer dans votre règlement d'ordre intérieur. Encore une fois, on n'a pas un modèle clé sur porte, mais on a une méthodologie. Vous pouvez vraiment nous demander ce document, ça vous aidera. On peut le relire aussi, ça, il n'y a aucun souci. Je ne vois pas de questions par rapport à ça. Donc, je continue. Pour retourner vers la gouvernance. Donc la gouvernance, les principes de bonne gouvernance, ben, on entend beaucoup ce mot autour de nous. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire simplement qu'on va essayer de mettre en place une organisation qui permet de la transparence et une bonne gouvernance de l'organisation, c'est-à-dire un bon fonctionnement interne de vos instances. Qu'est-ce qui est important dans le cadre de la mise en place d'une bonne gouvernance? C'est notamment de bien définir les rôles et les responsabilités de chacun. Donc, on va parler ici des dirigeants de l'association et donc des différents organes. Donc, voilà, on a l'Assemblée générale qui se trouve au-dessus. On a ensuite l'organe d'administration qui va gérer de manière collégiale l'association, c'est-à-dire prendre les décisions importantes et voilà, mettre en place la stratégie que l'Assemblée générale aura décidée pour l'association. Après, au quotidien, on va avoir une ou des personnes qu'on peut appeler les délégués à la gestion journalière. C'est comme les administrateurs délégués dans une structure commerciale, c'est la même chose, mais pour la SBL, ça s'appelle un délégué à la gestion journalière. On peut en avoir un ou on peut en avoir plusieurs. Ça peut être une personne qui est interne à l'association, donc qui est un administrateur qui prend cette fonction. Ça peut aussi être une personne extérieure. Donc, si vous êtes un groupe, un groupement important, voilà, que vous avez des travailleurs, salariés, etc., le délégué à la gestion journalière, à ce moment-là, ça peut très bien être le directeur ou la directrice. Dans les fédérations, c'est ce qui se passe. Dans les gros clubs aussi. Okay. Si vous n'avez pas de personnel salarié, ben, ça sera plus souvent l'administrateur qui va prendre cette fonction. Mais ça pourrait être aussi, et ça vous l'indiquez dans vos statuts, voilà, est-ce qu'on décide que ça peut être une personne extérieure? Ça peut tout à fait être une personne extérieure qui va être déléguée à la gestion journalière. Ce qui est important, c'est de bien définir qui fait quoi, quels sont leurs rôles, quelles sont leurs responsabilités. Le délégué à la gestion journalière, il doit avoir un descriptif de fonction. Il doit savoir ce qu'il attend quand il doit se référer au conseil d'administration pour prendre des décisions. Quel document peut-il signer tout seul? Est-ce que, par exemple, il peut s'occuper de gérer le personnel, faire des descriptions de fonctions pour du recrutement, de signer des contrats de travail, etc. Ou est-ce que c'est le bureau du conseil d'administration qui doit s'en occuper? Euh, Habituellement, quand il s'agit de licencier un travailleur, ça n'est pas le délégué à la gestion journalière qui va prendre cette décision tout seul, c'est le conseil d'administration et lui, bah, il va pouvoir signer les documents, mais il ne va pas prendre cette décision tout seul. Là, c'est plutôt l'organe d'administration qui va s'en occuper, c'est de sa responsabilité. L'employeur, ça reste toujours l'organe d'administration. Ok. Au niveau de la démocratie interne, encore une fois, essayer d'impliquer les membres de l'AG dans les décisions stratégiques. Donc l'AG, ce n'est pas juste un moment où, enfin ça peut être festif, bien souvent c'est le cas, on en profite pour faire le souper spaghetti, mais l'Assemblée générale, c'est quand même aussi là qu'on va définir justement les décisions stratégiques. Est-ce que peut-être à un moment donné, quand on a des difficultés financières, est-ce qu'on va décider pour l'année prochaine, est-ce qu'on va plus vers le sport d'élite, est-ce qu'on va plus vers le sport pour tous, comment est-ce qu'on veut développer notre club? Voilà, quelles sont les décisions qu'on va prendre pour les années à venir. Les décisions stratégiques, c'est l'Assemblée générale qui doit les prendre. Après, elles vont être transposées par le conseil d'administration et la délégation journalière.
Au niveau de la composition des organes, je l'ai dit tout à l'heure, bah, c'est vrai qu'on peut être deux membres, mais ça me paraît très très peu. Si on est deux membres, fatalement, on n'est que deux dans le conseil d'administration, et donc là, la collégialité, elle n'est pas vraiment garantie. En plus, bah, il n'y a personne pour trancher si c'est une voix contre une voix. Donc, moi, je conseille déjà toujours d'essayer d'avoir dans votre organe d'administration un nombre impair de personnes, donc minimum de 3, 3, 5, 7. Il n'y a pas besoin non plus d'être 25, hein, parce que sinon les décisions sont compliquées à prendre si on est trop nombreux, mais un trop petit nombre ne garantit pas une bonne gouvernance. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir un petit peu plus de personnes à l'Assemblée générale que dans l'organe d'administration. Concrètement, c'est une condition qui était là dans la loi de 21. Il fallait toujours au moins une personne en plus dans l'Assemblée générale par rapport au conseil d'administration. Cette condition, elle est tombée quand le CSA a repris la législation des ASBL. Donc maintenant, on pourrait dire, ben voilà, je crée une ASBL, on est trois personnes, il y a trois personnes dans le conseil d'administration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'Assemblée générale, ben, on va se donner des charges à soi-même, hein, puisque l'Assemblée générale annuelle sert à donner des charges aux administrateurs, entre autres. Voilà, on va voir les comptes, on va vérifier aussi le budget de l'année, on va, une fois qu'on a voté l'approbation des comptes et du budget, on va donner des charges aux administrateurs pour ce qu'ils ont effectué comme tâche l'année précédente. Donc ça veut dire que si on n'est que deux ou que trois, ben voilà, on va se donner des charges à soi-même. C'est important pour moi qu'il y ait au moins une ou deux personnes en plus dans l'Assemblée générale pour avoir ce regard extérieur qui va justement éviter qu'il y ait des conflits d'intérêts et amener un regard de transparence et un regard extérieur, voilà, pour une meilleure gouvernance. Bien veiller aussi dans la prise de décision, avoir de bonnes pratiques, notamment ben voilà, la concertation préalable, bien avoir des gens peut-être éventuellement dans des groupes de travail qui doivent examiner des décisions à prendre, qui vont aller faire des recherches, etc., pour qu'on prenne des décisions, et voter quand vous n'êtes pas d'accord ou qu'on n'arrive pas au bout de la discussion à prendre une décision, ben on peut voter. Et donc, on va bien consigner les votes dans le PV de l'organe d'administration, dans le PV de l'Assemblée générale. C'est très important d'écrire les choses. Hein, les paroles s'envolent, les écrits restent. Et pour éviter tout souci par la suite, de bien rédiger votre PV de conseil d'administration en reprenant bien les décisions qui ont été prises et qui va s'occuper de quoi, qui doit faire quoi et dans quel délai. Ça vous permet d'avancer aussi dans la gestion de votre structure. Là encore, nous avons des modèles de documents, des modèles de convocation, des modèles de PV, d'organes d'administration, d'assemblée générale, etc. Donc, n'hésitez pas à nous les demander. Je poursuis ici avec les obligations légales de manière plus générale. Donc, dans une ASBL, vous devez tenir à jour un registre des membres effectifs. Donc, je rappelle, les membres effectifs, ce sont les membres fondateurs de l'ASBL et toute personne qui aurait été admise par la suite donc, dans votre structure en tant que membre effectif, c'est-à-dire un membre de l'Assemblée générale. Donc, ce sont les personnes qui ont le droit de vote à l'Assemblée générale. Ce ne sont pas les adhérents, c'est-à-dire les participants aux activités, ce sont bien des gens qui sont les décideurs, qui ont le droit de vote. Et donc, vous tenez un registre de ces membres-là. Donc, dès que vous commencez, dès que la SBL existe, il y a au minimum les membres fondateurs. Et si vous ajoutez des membres effectifs par la suite, vous devez indiquer aussi leurs coordonnées. Donc, c'est vraiment le nom, le prénom, l'adresse, la date de naissance, le numéro de registre national quand vous l'avez, c'est encore mieux. Et donc, la date d'entrée en tant que membre dans l'association, éventuellement, si la personne s'en va, qu'elle démissionne, qu'elle ne veut plus faire partie de l'association, la date de sortie. Donc ça, c'est un fichier Excel tout simple que nous pouvons vous transmettre aussi. Vous tenez ça à jour. Vous pouvez le tenir sous format papier si vous le souhaitez. Il n'y a pas d'obligation de tenir ça d'une manière ou d'une autre. Il faut juste que vous puissiez le fournir. Et je rappelle aussi, puisqu'on parle de registre, que vous devez également tenir un registre de vos bénévoles. Et donc, vos premiers bénévoles, a priori, sont vos administrateurs, hein. À moins que vous n'ayez une rémunération sous forme, par exemple, de jetons de présence, les administrateurs, par définition, sauf si on dit le contraire dans les statuts, sont bien des bénévoles et donc ils doivent apparaître aussi dans ce cadre-là, dans votre registre des bénévoles. Quand vous faites des modifications statutaires ou des modifications de votre organe d'administration, vous devez publier dans les 30 jours au moniteur belge. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour publier les modifications au moniteur belge? On va les publier via des formulaires qui sont là depuis des années, qui n'ont pas bougé, qui ne sont pas très faciles à remplir. Les formulaires 1 et 2 du SPF Justice, on les trouve sur le site du SPF Justice, on peut les fournir évidemment si vous en avez besoin. C'est un peu compliqué à remplir. Ce sont des choses qu'on peut vous aider à faire. Donc, ça, ce sont mes collègues, donc toujours Kevin Wigria et Sophie Deneau,
qui peuvent rédiger pour vous ces documents-là si vous le souhaitez. Donc ça, c'est un petit service payant aussi, mais à prix encore très raisonnable, puisque de nouveau, vous avez un statut de membre de l'ISF aussi. Et donc, on peut vous aider à compléter ces documents, ou si vous les complétez vous-même, effectuer une relecture pour vous éviter d'avoir des allers-retours entre le greffe et vous si vous avez mal complété ou si vous avez signé du mauvais côté de la feuille. Ça arrive régulièrement. Alors, ça a un coût de publier au Moniteur belge. Donc, vous voyez, quand il y a une constitution d'ASBL, on peut le faire là sous format électronique via le site qui s'appelle Just Act. Là, ça coûte 173,76 €. Si vous constituez une ASBL sous format papier avec ces formulaires, ça vous coûte 240,55 €, donc c'est déjà plus cher. Et les modifications, pour l'instant, on ne peut toujours les faire que sous format papier. Et donc là, toute modification, qu'il s'agisse de nommer un administrateur ou d'une cessation de mandat ou de faire une modification de statut, le prix est toujours le même, c'est 162,99 € par publication. Donc, si vous avez plusieurs modifications à faire, je vous invite à grouper les choses pour publier une seule fois par souci d'économie. Donc, les modifications, ça fait assez longtemps que le SPF Justice nous dit on va pouvoir les faire sous format électronique aussi. Quand vous allez sur le site Just Act, vous voyez que cette possibilité est là, mais voilà, l'application, c'est toujours grisé, on ne sait pas avoir accès. Voilà, ça fait partie de la simplification administrative qui est souhaitée par beaucoup, mais pour l'instant, c'est toujours pas possible, donc on doit se contenter de nos fameux formulaires papier. Est-ce que vous avez entendu des questions avec ça par rapport à vos publications? Certains d'entre vous qui ont eu des difficultés avec le greffe, pardon. Registre des bénévoles, est-ce qu'il est obligatoire ou conseillé? Le registre des bénévoles, il est obligatoire. Ça, c'est la loi sur le volontariat qui l'exige. Si vous allez sur le site des instructions aux employeurs de l'ONSS, vous verrez qu'on vous indique que vous devez tenir ce registre. Et en fait, en cas d'inspection sociale et fiscale, c'est quelque chose qui vous est demandé. Donc, je ne dis pas que vous devez l'avoir dans votre poche lors de vos activités, mais ça va vous être demandé. Et ça, c'est tout simplement pour vérifier quel est le statut des personnes qui sont là en train de s'occuper de vos activités. Est-ce que vos moniteurs sportifs, ce sont des bénévoles ou est-ce que ce sont des salariés? Ce sont des indépendants? S'ils sont ni l'un ni l'autre, pour un inspecteur social, ce sont des travailleurs au noir. Voilà pourquoi, si vous pouvez présenter le registre, dire voilà, ces gens-là sont des bénévoles, ils sont bien dans notre registre, on va vous envoyer le registre, là, vous êtes tranquille. Ça change très souvent. Ben oui, mais vous devez en fait ajouter à peu près tout le monde normalement. Mais vous pouvez avoir donc en effet une feuille avec vos bénévoles permanents, donc qui sont notamment vos administrateurs ou les gens qui sont voilà, engagés régulièrement chez vous en tant que bénévoles. Après, c'est beaucoup plus compliqué si vous avez des bénévoles qui viennent pour un événement, un grand événement, où vous avez toute une journée des gens qui vont venir vous aider, vous avez peut-être 50 bénévoles. Là, je comprends bien que c'est fastidieux pour vous. Qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-là? C'est leur demander justement de remplir une fiche d'inscription tout simplement. Donc ça peut être par mail, tout simplement, ou un formulaire d'inscription sur votre site où ils vont indiquer leurs coordonnées. Et donc voilà, vous avez une trace quelque part du fait que ces gens-là se sont engagés pour cette journée-là à être bénévoles. Donc ben, souvent, il y a quand même un fichier d'inscription quand les gens vont participer aux activités. Donc voilà, on peut considérer que vous gardiez ça aussi comme registre pour vos bénévoles. Okay. Si aussi vous avez un logiciel comptable qui vous permet, voilà, vous avez la liste de vos clients et de vos fournisseurs. Donc, à partir du moment où vous allez payer des défraiements à vos bénévoles, vous les avez aussi au niveau de vos applications bancaires, puisque vous leur payez des défraiements, vous avez normalement cette liste-là dans votre logiciel comptable. Voilà. L'important, c'est d'avoir les coordonnées des gens, qu'on sache en cas d'inspection, ces gens sont bien bénévoles chez vous. Voilà. Je vais poursuivre alors avec les obligations légales. Donc, on a parlé de l'Assemblée générale. Donc, l'Assemblée générale, elle est annuelle. Ça, il y a une obligation d'organiser au moins une assemblée générale une fois par an et ça doit s'organiser dans les 6 mois qui suivent la fin de l'exercice social. Donc, concrètement, si votre ASBL a mis en place un exercice social, donc on parle d'exercice social, fiscal, comptable, du 1er janvier au 31 décembre, votre assemblée générale doit être organisée au minimum avant le 30 juin de l'année qui suit. Okay. Si vous avez un autre exercice, vous pouvez avoir un exercice qui se calque aussi, par exemple, sur un exercice plutôt de période scolaire. Ben voilà, c'est à la fin de votre exercice, vous calculez 6 mois, vous devez faire votre assemblée générale dans ces 6 mois-là. Donc, cette assemblée générale, on va y faire quoi? Ben, s'il y a des modifications à apporter, des cessations d'activité d'un administrateur ou des nominations, des renouvellements de mandat ou de représentants légaux, c'est là que ça va se faire. Mais au minimum aussi, donc la présentation et l'approbation des comptes, la présentation du budget de l'année en cours,
Et donc, c'est là que je me dis que si on fait l'Assemblée générale au mois de juin, ben, c'est peut-être un peu tard. Bien souvent, les Assemblées générales, on va les faire vers le mois de mars, vers le mois d'avril, parce que là, c'est encore assez cohérent de présenter le budget de l'année en cours. Voilà. Si vous faites ça le 30 juin, ben, il y a déjà la moitié de l'année qui est passée. C'est peut-être un petit peu moins pertinent par la présentation de votre budget, mais voilà, légalement, ça reste juste. OK? À penser aussi, donc à faire, je conseille vraiment de le faire au moment de l'Assemblée générale, si vous avez publication, etc., vous le faites à ce moment-là, de revalider annuellement le registre UBO. Donc, pour rappel, le registre UBO, c'est le registre des bénéficiaires effectifs. Concrètement, pour une ASBL, qui sont les bénéficiaires effectifs? Ce sont les membres du conseil d'administration, les délégués à la gestion journalière, les représentants légaux. Donc, ce ne sont pas vos membres, ce ne sont pas vos participants, etc. C'est juste les personnes qui gèrent l'association. Et donc, où est-ce qu'on va compléter ce registre UBO? C'est sur le site du SPF Finance. Vous voyez, je vous ai mis là l'adresse e-service UBO Register. Et donc, ce registre UBO vise à avoir une connaissance, en fait, justement, des personnes qui gèrent les sociétés et les associations pour prévenir notamment le blanchissement de capitaux. Voilà, ça c'est quelque chose qui a été mis en place au niveau européen depuis quelques années. C'est une obligation légale de remplir au démarrage de l'activité, au démarrage de la SBL, votre registre UBO. Vous devez aussi le lier, si possible, à la banque Carrefour. Donc ça, c'est une petite case à cocher quand vous êtes sur le registre UBO, pour que quand une modification d'administrateur intervient à la banque Carrefour, qu'il y a une nouvelle publication, elle va aussi synchroniser ça avec le registre UBO. Voilà, donc ça, c'est une facilité aussi pour vous. Mais de toute manière, il faut le revalider annuellement. Donc, si vous ne le revalidez pas chaque année et vous retirez voilà, une impression, un PDF, comme ça vous l'avez aussi dans vos documents, vous le renvoyez à votre banque si on vous le demande. C'est bien souvent, ça va vous être demandé régulièrement, donc au moins une fois par an. Et là, vous êtes en ordre. Si vous ne faites pas votre registre UBO, vous avez une amende de 250 euros. Vous aurez un premier courrier du SPF Finance pour vous dire, attention, votre UBO n'est pas à jour. Vous n'aurez pas de deuxième courrier. Vous aurez directement une amende de 250 euros. Donc, je vous invite vraiment à faire attention et à vous connecter pour valider votre registre UBO. Donc, qui peut le faire? Ben, ça peut être un représentant légal de l'association, donc un administrateur, un délégué de la gestion journalière, un mandataire qui est mentionné à la banque Carrefour. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a voilà, qui fait partie de l'administration de la gestion. Vous pouvez aussi mandater quelqu'un pour le faire. Bien souvent, les comptables le font. Vous pouvez simplement, donc via l'application Mandat sur le site du SPF Finance, désigner quelqu'un pour le faire. Ça peut être, voilà, éventuellement votre secrétariat social, mais c'est plus souvent les comptables qui vont le faire. Et ce n'est pas très compliqué. On se connecte avec It's Me, avec l'application, et voilà, on va simplement vérifier que les noms des personnes qui sont dans le registre sont bien les noms des administrateurs actuels. Autre obligation, après votre assemblée générale, puisque les comptes ont été approuvés, vous les déposez au greffe du tribunal de l'entreprise. Donc, a priori, les clubs sportifs de votre acabit sont des petites ASBL, donc vous déposez les comptes et c'est gratuit au greffe du tribunal de l'entreprise. Si vous êtes une grande ASBL, vous devez déposer vos comptes à la Banque nationale. Donc, ça, c'est sous format à ce moment-là informatisé. Et là, c'est payant. Mais donc, une grande ASBL, ici, c'est une ASBL qui a plus de 5 équivalents temps plein sur l'année, des recettes annuelles de 391 000 euros et des avoirs ou des dettes d'1 592 000 euros. Donc là, je pense que ça ne concerne pas vraiment les petits clubs sportifs. Vous, a priori, voilà, vos comptes, vous devez les tenir. Vous pouvez les tenir évidemment en partie double et c'est conseillé parce que c'est mieux au niveau comptable d'avoir une vraie comptabilité en partie double. Mais vous pouvez aussi vous contenter d'une compta simplifiée, donc recettes, dépenses, état du patrimoine avec un petit fichier Excel sur base de ce qui est demandé par le SPF Justice. C'est aussi un modèle obligatoire. Voilà, après, je conseille quand même une comptabilité en partie double, mais vous déposez au greffe du tribunal de l'entreprise avec voilà, un extrait du PV de l'Assemblée générale qui approuve les comptes, et là, vous êtes bien en ordre. Attention, ça ne suffit pas pour être en ordre au niveau de l'impôt, par contre, puisque vous devez aussi déposer annuellement la déclaration à l'impôt des personnes morales via BizTax. Donc ça se fait de manière informatisée aussi aujourd'hui sur le site du SPF Finance. Voilà, BizTax, déclaration à la SBL, à l'impôt des personnes morales.
Donc, vous le savez, l'impôt des personnes morales, ça veut dire qu'a priori, il n'y a rien à déclarer. Donc, il va y avoir beaucoup de zéros et beaucoup de néants dans votre déclaration, sauf si vous êtes soumis à la taxe sur le patrimoine. Mais ça, voilà, ce sont des questions comptables qu'on n'aborde pas aujourd'hui. Mais n'hésitez pas, au niveau de l'ISF, donc nous avons un service comptable. Ma collègue Rosa Moscato peut vous orienter. Nous avons aussi une ASBL qui s'appelle Comptasport, à laquelle vous pouvez faire appel pour vérifier vos comptes, etc. Donc là, voilà, ça c'est plus des questions comptables, mais il ne faut pas oublier de faire la déclaration d'impôt. Je vois souvent quand même ce type d'erreur, c'est des gens qui disent: Ah, j'ai déposé mes comptes au greffe du tribunal d'entreprise, je suis tranquille. Mais non, si vous ne déposez pas votre déclaration via Bistax, vous avez aussi une amende. Donc ça, on va éviter. Alors, ce que je vous conseille, c'est vraiment, quand vous avez des documents à établir, ben, de faire appel à des sources sûres et de vous appuyer sur des textes existants pour établir vos documents. On voit encore trop souvent à l'ISF des gens qui arrivent en disant, voilà, j'ai créé mes statuts moi-même ou j'ai effectué mes modifications, est-ce que vous voulez bien les relire? Et ils sont partis sur quelque chose qu'ils ont trouvé sur Internet ou bien qu'ils ont fait avec ChatGPT. Donc, même si l'intelligence artificielle est très efficace aujourd'hui, il faut faire attention quand même à son utilisation. Il faut quand même, au niveau juridique, il peut y avoir quand même encore des petites erreurs, hein, il faut quand même rester prudent. Et donc, si vous souhaitez, même si vous souhaitez le faire vous-même, vous pouvez demander à l'ISF le modèle de statut pour les clubs sportifs. On a un modèle qui est spécifique, qui répond non seulement aux prescrits du Code des sociétés et des associations, mais aussi aux prescrits de l'ADEPS, hein, voilà, du décret sport, par rapport notamment aux dispositions sur le dopage. Parce que nous avons régulièrement, on voit aussi régulièrement chez nous, des gens qui ont fait faire leur statut qui leur ont coûté bien cher via un avocat. Et bon, ok, ils sont conformes au CSA, mais ils ne sont pas conformes au niveau des spécificités de notre secteur, au niveau du décret sport. Donc voilà, ça ne sert à rien d'aller payer des milliers et des cents. Vous nous demandez notre modèle, vous pouvez le compléter vous-même, on peut faire une relecture avec vous. Et donc voilà, ça c'est des choses, au moins vous êtes sûr d'avoir des statuts qui sont conformes à la législation et aux prescrits de notre secteur. Idem pour vos PV, etc. Pour vos contrats de travail, on a des modèles, n'hésitez pas à nous demander. Je vous invite vraiment au niveau notamment du règlement d'entrée intérieure à essayer vraiment de traduire les choses et les documents que vous allez envoyer, notamment vos PV, en langage bien clair pour que ça soit compréhensible par tout le monde. Ce n'est pas la peine d'utiliser un jargon juridique incompréhensible. Et bien vous assurer aussi que l'information a bien été diffusée, donc soit via votre site internet, soit via un affichage, via des réunions, des emails, lors de votre assemblée générale, etc. Quand je parle de sources sûres, ben voilà, c'est plutôt les juristes et vous avez la ISF qui est là pour ça. Je suis désolée, je fais encore ma pub, mais voilà, on est là à votre service, donc profitez-en. On a tout ce qu'il faut comme document à vous fournir. C'est pas la peine d'aller chercher sur Internet, de perdre du temps. Envoyez-nous un mail. Vous verrez ici à la fin de la présentation, je vous ai indiqué les mails de toute l'équipe, donc n'hésitez pas à faire appel à nous. Voilà, on répond par mail, on répond par téléphone. Là, c'est gratuit. Il n'y a vraiment aucun souci. Donc, erreur fréquente à éviter, c'est justement d'avoir des statuts qui seraient mal rédigés, qui ne sont pas conformes au CSA, parce que ça peut vraiment vous poser des soucis, et notamment en termes de responsabilité. Donc, ça, Kevin y reviendra la prochaine fois. Évitez aussi cette confusion, ça je vois aussi assez régulièrement cette erreur, entre les buts de la SBL et l'objet social. Et donc, c'est clair que dans la loi de 21, les choses étaient un peu mélangées, mais aujourd'hui, avec le CSA, il faut être beaucoup plus précis. Donc, je rappelle, les buts de la SBL, c'est le projet, la mission, le but des intéressés. L'objet social, ce sont les activités qui constituent vraiment l'objet social qui vont permettre de réaliser vos buts. Donc, d'un côté, on a des missions au sens large, et après, on a un objet social avec des activités qui doivent être très précises. Donc, on ne peut plus se contenter de dire on peut notamment faire ceci ou cela. Il faut faire une liste vraiment avec les activités que vous voulez effectuer. Je reparlais tout à l'heure de la cafétéria. Si vous n'avez pas mis dans vos statuts à l'origine que vous pouviez avoir des activités Horeca, etc., et que tout d'un coup vous créez une cafétéria, vous êtes dans l'illégalité. N'oubliez pas que dès lors que vous avez une cafétéria qui est ouverte au public, ça va aussi avoir des conséquences en matière de TVA. Donc attention à ça. Voilà, renseignez-vous bien auprès de votre comptable. Idem, si vous avez du sponsoring, si vous faites du sponsoring, là, il y a aussi un assujettissement à la TVA. Alors, des oublis ou des erreurs dans les publications au moniteur. Donc, même si vous faites bien attention et que vous publiez bien les choses via les fameux formulaires 1 et 2, il se peut que sur la banque Carrefour des entreprises, il y ait une erreur. Mais non, ça peut être aussi une erreur du greffe.
Donc, soit vous avez mal rédigé le document où il manque par exemple un numéro de registre national, etc., et le greffe n'a pas pu faire la publication, mais ça, a priori, s'il manque quelque chose dans les documents, ils vont vous les renvoyer pour correction. OK? Maintenant, il se peut que vous ayez bien rédigé les documents et que sur la banque Carrefour, ça soit mal publié. Ou que, par exemple, il y ait un oubli. Vous avez fait un changement d'adresse de siège social, vous avez fait des changements d'administrateur. Bien, le greffe a bien publié les changements d'administrateur, mais il a oublié de faire le changement du siège social. Donc, une fois que la publication est faite, donc dans les quelques semaines qui suivent votre envoi au greffe, je vous invite vraiment à aller vérifier sur le site de la Banque Carrefour des entreprises que ce qui est publié correspond bien à ce que vous avez demandé. Et vous pouvez télécharger l'acte avec le cachet du greffe aussi. Donc ça, vous pouvez aussi en avoir besoin, notamment par rapport à la banque pour l'ouverture des comptes bancaires ou pour qu'ils puissent vérifier qui sont les représentants légaux. Et donc ça, voilà, allez régulièrement voir si c'est bien correct au niveau de la Banque Carrefour des entreprises. Alors, autre erreur qui peut amener des soucis, notamment en termes de responsabilité, c'est quand votre organe d'administration ne se sent pas concerné. Donc, on peut avoir en fait des personnes qui ont signé, qui ont dit bah, OK, je veux bien faire partie du conseil d'administration, mais bah, ils ne viennent pas aux réunions, ils s'absentent, ou quand ils sont là, ils n'écoutent pas, ils ne sont pas intéressés aux décisions. Ça, c'est embêtant parce que là, vous avez quand même un souci de collégialité. Donc, je rappelle que les décisions de la SBL, elles sont prises de manière collégiale, c'est-à-dire ensemble, c'est-à-dire que ce sont des décisions de l'organe d'administration dans son ensemble, et c'est comme ça qu'elles doivent être indiquées dans les PV d'organes d'administration. C'est le CA qui décide, ce n'est pas le président tout seul qui décide. On voit beaucoup de soucis, et là c'est plus des problèmes, je dirais, organisationnels, où on nous demande parfois de faire des médiations, etc., en disant, ah ben oui, mais le président, il a été faire tel achat, ou le trésorier, il a pris telle décision, il n'a pas consulté le conseil d'administration, etc. Là, ça peut poser des gros soucis. Donc, il faut vraiment que les rôles soient bien répartis et bien clairs pour tout le monde, que si vous avez un président, un secrétaire, un trésorier, quel est le rôle de chacun, qui fait quoi. Donc, il y a une partie des choses qui vont déjà être déterminées dans les statuts, notamment, par exemple, qui va convoquer l'Assemblée générale. Est-ce que c'est le président? Est-ce que c'est le secrétaire? Ça, on peut l'indiquer. Après, dans votre règlement d'ordre intérieur, vous pouvez affiner certaines choses et dire, ben voilà, le rôle du président, c'est ça. Par exemple, les questions qui sont liées, je ne sais pas, au marketing, à la communication, ben, ça va être le président qui s'en occupe. Si c'est lié à la gestion des bénévoles, ben, ça va être le secrétaire qui s'en occupe. Les comptes, voilà, plus logiquement, ça pourrait être le trésorier. Ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre a plus de responsabilités. Donc, ce n'est pas parce qu'on est trésorier qu'on a plus de responsabilités qu'un autre administrateur. La responsabilité, elle est portée de manière collégiale par le conseil d'administration. Chaque administrateur est responsable, voilà, au même titre. OK? Donc, c'est important que les gens qui assistent à vos réunions, qui sont dans le conseil d'administration, soient impliqués. Ça ne sert à rien de faire venir des gens pour le plaisir, pour dire, comme ça, au moins, j'ai 5 ou 7 personnes. S'ils ne sont pas impliqués, qui ne travaillent pas et qui n'ont pas les compétences dont vous avez besoin au sein de votre club, ben, ça ne sert à rien d'avoir des gens là qui sont finalement un peu dormants et il y a une ou deux personnes qui prennent toutes les décisions et qui s'occupent de tout. Donc, encore une fois, bien définir les rôles de chacun. Et si vous avez un délégué à la gestion journalière, faites carrément une description de fonction disant voilà, quelles sont ses attributions, quelles sont les tâches qui lui sont dévolues. Voilà. Plus vous avez un cadre qui est bien posé au départ, plus vous serez libre après à l'intérieur et moins vous aurez de soucis de gestion et de gouvernance. Bien faire attention aussi au niveau de votre assemblée générale, de la convoquer dans les délais légaux, de bien tenir vos comptes voilà, sous la forme qui est obligatoire par rapport à votre structure et de bien les déposer chaque année au greffe du tribunal d'entreprise ou à la BNB et de faire vos déclarations BISTAX aussi, parce que ça, de nouveau, vous pourriez avoir une dissolution liée au fait que vous n'avez pas déposé vos comptes dans les 3 années à venir. Je fais une petite pause ici avant de passer, pour en terminer, à l'archivage des documents. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à ouvrir votre micro, hein, on peut prendre un petit moment pour échanger. Euh, Patrick Lepoivre, numéro de contact pour un monitoring. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous pouvez prendre la parole, hein, ouvrez votre micro. Voilà, vous m'entendez? Oui, Patrick. Voilà. En fait, nous, on a des statuts, on essaie de respecter tout, mais on vient de changer là maintenant cette année de président et de trésorier qui s'occupait beaucoup de tous ces statuts, etc. Et donc, moi, je veux avoir la certitude que
tout est en ordre de notre côté. Et Oui, vous donc, pouvez demander une voilà. relecture. Vous envoyez simplement un mail voilà, à mes collègues ici, donc Kevin Wigria et Sophie Deneau. Vous verrez ici, on va vous envoyer la présentation, vous aurez leurs adresses. Vous pouvez aussi, si vous avez une simple question, téléphoner à l'ISF. Vous aurez le numéro de contact aussi. Mais là, voilà, de toute façon, si vous téléphonez pour poser une question, on vous répondra bien évidemment. Mais si c'est pour faire une relecture, ben, il faut que vous envoyez de toute manière par mail les documents que vous souhaitez qu'on relise. Donc, si c'est une relecture simple et rapide, voilà, ça peut être gratuit. Si vous demandez qu'on fasse des modifications, qu'on complète des documents pour vous, etc., ce sont des choses qui sont payantes au prix membre. Donc, ben, c'est de l'ordre peut-être de 100 euros, voilà, 150 euros. Ça dépend de ce que vous souhaitez exactement. Voilà, c'est le temps que ça prend. Mais ça, on a un grille tarifaire que je peux aussi envoyer à Zoé et elle peut vous envoyer. Comme ça, vous voyez ce qu'il en est. C'est aussi sur le site de l'ISF, mais il n'y a aucun souci pour qu'on fasse des relectures, pour que vous aide à rédiger vos statuts et à les vérifier. Il n'y a vraiment aucun problème, on fait ça très souvent. 150 euros au regard des amendes qu'on pourrait prendre, c'est pas grand-chose quand même, Non, hein. c'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose, voilà, je vous dis. Mais vous verrez ça avec Sophie et Kevin, voilà, il y a divers, il y a une tarification un peu diverse en fonction là, du degré de difficulté, du temps que ça peut prendre, etc. Mais ça reste extrêmement démocratique, ce sera toujours moins cher que d'aller voir voilà, un avocat, ça c'est sûr et Ouais, certain. juriste, oui. Oui, oui. D'accord, Voilà. merci. Je vous en prie. D'autres questions par rapport justement à la gestion au niveau de la SBL Je- des J'ai une question, si documents? je peux me permettre. Vous avez parlé rapidement du sponsoring Oui, et je ne suis pas certain d'avoir compris. Le sponsoring, il est soumis à la TVA. oui, c'est ça. Oui, oui, la facturation. Voilà. Quand vous avez un sponsor, voilà, vous allez, pour qu'il puisse lui déduire ce qu'il vous a versé dans le cadre du sponsoring, vous allez devoir lui établir une facture de sponsoring. Et donc, la facture de sponsoring, elle est soumise à TVA. Après, il est possible que votre association ait opté pour le régime de la franchise des petites entreprises. Donc, si votre club sportif n'a pas un chiffre d'affaires supérieur à 25 000 euros par an, il est possible que vous ayez demandé le régime de la franchise au démarrage. Donc, dans ce cas-là, vous n'importez pas de TVA en compte tant que vous êtes en dessous des 25 000 euros. Donc, c'est important pour vous de savoir dans quel régime votre structure se trouve. Est-ce que vous êtes dans le régime TVA normal, général, ou est-ce que vous êtes dans le régime de la franchise des petites entreprises? Il faut que je vérifie ça. Je ne sais pas du tout. Oui, Ok, d'accord. vérifiez. Mais n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire après, voilà, vous me donnez le numéro d'entreprise et là, on peut regarder aussi, hein. D'accord, merci. Je ferai ça. Merci. Je vous en prie. Une autre question? Je ne vous vois pas tous, n'hésitez pas. Bien, s'il n'y a plus de questions pour l'instant, je vais continuer. Et donc, pour en terminer, je voulais juste revenir sur justement les documents à conserver. Donc, l'archivage. Il est très important que vous conserviez bien les procès-verbaux et les registres des décisions de vos organes. Donc, le procès-verbal de l'Assemblée générale, tout à fait obligatoire, les procès-verbaux de vos conseils d'administration aussi. Donc, registre des décisions, ce n'est pas une obligation, mais si vous êtes une grosse structure, par facilité, il se peut que pour rechercher plus facilement des décisions qui ont été prises de manière, je dirais, historique comme ça, on dit, ben, on va reprendre les décisions séparément dans un registre, c'est une possibilité, mais ce n'est pas du tout une obligation. Vous pouvez simplement faire votre procès-verbal, établir, rédiger votre procès-verbal pour parler français. Et donc, voilà, l'organe d'administration, il n'y a pas d'obligation de réunir votre CA 10 ou 5 ou 3 fois par an, mais c'est évidemment conseillé, puisqu'on vous demande d'avoir une gestion collégiale, de vous réunir quand même un minimum. Donc, moi, je dirais, voilà, une bonne pratique, c'est d'avoir au moins un conseil d'administration une fois par trimestre. OK ? Maintenant, si vos statuts le prévoient, et c'est aussi ce qu'on met nous dans notre modèle de statut, vous pouvez aussi, par facilité, si c'est difficile de se déplacer ou vous avez beaucoup d'administrateurs, vous pouvez tenir vos instances via Teams, via Zoom. Donc ça, c'est tout à fait possible, mais il faut que vous l'ayez prévu, prévoir ces modalités-là dans vos statuts. OK ? Donc ça vous permet peut-être de dire, ben voilà, ben on fait une fois sur deux, on fait un CA en présentiel, et une fois sur deux, on le fait via Teams. Voilà, ça permet aussi pour les gens qui ont peu de temps, voilà, qui voudraient s'investir dans votre conseil d'administration, de dire, ben, OK, voilà, je ne dois pas chaque fois me déplacer. OK ? Donc, vous Est-ce devez les qu'on, garder. Oui, oui, je pardon, vous écoute. je t'interromps. Est-ce qu'on peut juste aussi spécifier que, au besoin, on utilise Teams, mais on ne note pas de fréquence, par exemple. Vous ne notez pas de fréquence.
par exemple, dire, on fait Teams une fois sur deux, mais on peut peut-être noter, au besoin, on utilisera Teams, je ne sais pas, en cas de maladie multiple, Oui, de la oui. Covid qui revient, ou ce genre de choses. Enfin, j'en sais Oui, rien, oui, mais c'est ça, c'est ça. En fait, le principe, c'est de prévoir dans les statuts la possibilité de le faire. voilà, ok. Donc, dans les statuts, vous ne devez pas dire, bien évidemment, une fois sur deux, on fait en visio, hein. Vous dites Oui, bien simplement, sûr. enfin, dans notre modèle, c'est comme ça qu'on l'a indiqué. Donc, bah voilà, l'Assemblée générale ou le conseil d'administration, donc suivant là où on se trouve dans vos statuts, peut se réunir également en système de visioconférence, voilà, et on indique les modalités, mais on ne rentre pas dans le détail. Il faut se dire que dans les statuts, on met vraiment la base, ce qui est obligatoire, mais on ne va pas rentrer dans le détail parce que sinon on s'enferme justement dans des décisions. Parce que si vous dites dans vos statuts, une fois sur deux, allez, on doit faire par exemple, vous dites on fait au minimum 10 conseils d'administration par an et que vous ne pouvez pas en faire 10 parce que ce n'est pas possible, vous êtes déjà dans l'illégalité. Donc c'est pour ça que je disais, dans les statuts, on va rester simple, comme pour les quorums de présence, comme je l'expliquais tantôt, on ne va pas faire plus strict que ce qui est nécessaire. Après, vous mettez dans votre règlement d'ordre intérieur des détails par rapport à ça, ben, ça reste dans le règlement d'ordre intérieur, ça n'est pas la même chose, on ne doit pas modifier les statuts chaque fois qu'on veut changer quelque chose. Ok. Ça, après, c'est votre fonctionnement interne de dire, ben, finalement, la fois prochaine, on le fera en présentiel parce que Jean-Michel s'est cassé le pied, quoi. Voilà. Ok. Voyez. Donc, les procès-verbaux, donc vous les tenez bien, vous les gardez. Donc, à l'origine, normalement, on disait toujours qu'il fallait les coller dans un cahier. Et ça, c'est la bonne pratique, je dirais, idéale, de dire, bah, on va coller dans un grand cahier, ce format A4, le PV du conseil d'administration, qui sera signé par un ou des administrateurs ou par le délégué de gestion journalière, suivant ce que vous avez décidé dans vos statuts. Tout le monde ne doit pas signer chaque fois, hein, il suffit d'une seule personne. C'est souvent le secrétaire ou le président ou le délégué de la gestion journalière qui va signer le PV. Et donc, ce que dit Kevin Legria, justement, dans les formations, c'est qu'idéalement, on va coller ce document et on va faire un petit paraphe à cheval sur la page du PV et sur le cahier. C'est ça, normalement, qui était préconisé anciennement. Maintenant, le CSA ne parle pas de modalités par rapport à la tenue de ces documents. Il dit juste qu'on doit les garder et qu'ils soient faits disponibles aussi pour les membres de l'association qui souhaiteraient les consulter. Voilà, on va indiquer aussi les modalités dans les statuts. Mais faire comme ça permettait en fait d'éviter qu'il y ait notamment des fraudes et que, c'est-à-dire on va mettre une version du PV et puis on va décider de le modifier parce qu'on n'est pas d'accord avec la décision qui a été prise et c'était source de fraude. Voilà. C'est clair que si on imprime simplement le document et qu'on le met dans une farde, ben, on peut toujours le réimprimer autrement et frauder. Voilà. Mais on part à partir du principe ici que les gens dans vos organisations sont des personnes honnêtes. Mais c'est clair que si vous mettez dans un cahier et que c'est collé, c'est plus difficile de faire des modifications voilà, à l'insu des autres. Oui, Vincent, une version électronique est valable aussi maintenant. Voilà, concrètement, la plupart des gens vont garder la version électronique. Après, je vous invite quand même, une fois que vous avez validé le PV, de faire un PDF. Hein. Donc, ne pas laisser voilà, ce que vous allez conserver, faites-le en format PDF, qui est a priori, je sais qu'on peut modifier avec des logiciels aujourd'hui, mais le PDF, c'est un format voilà, qui est lisible par tous et qui, normalement, est figé. Voilà. Si vous laissez ça en Word, vous pouvez aussi faire une fausse manœuvre et dire, ah ben, zut, on est reparti sur un document précédent, on a modifié alors qu'on n'aurait pas dû. Donc voilà, enregistrez-le en PDF quand c'est celui qui est définitif et que vous voulez conserver. Au niveau de la comptabilité, vous devez bien évidemment garder vos factures d'achat, vos factures d'avance. Si vous utilisez encore du liquide, hein, des liquidités, donc pour payer, voilà, pour que les participants puissent payer leurs activités, etc., ben, vous devez tenir un petit livre de caisse qui, de manière chronologique, va reprendre les entrées et les sorties. Donc, aujourd'hui, c'est peut-être plus facile d'utiliser un smartphone qui permet de payer voilà, avec un QR code plutôt que de manipuler du liquide. Voilà, si vous ne manipulez pas du tout de liquide, vous n'avez pas besoin de livre de caisse, mais vous avez quand même vos factures d'achat, vos factures d'avance, vos tickets, etc., que vous allez conserver. Au niveau des assemblées générales, il est conseillé aussi de conserver donc, les convocations, les feuilles de présence. Donc ça, c'est un document que vous allez faire signer. Bah, ça peut être intéressant pour le conseil d'administration, mais c'est surtout très important au niveau de l'assemblée générale de savoir donc, qui était là. Et donc, vous faites simplement une feuille de présence. De nouveau, nous avons un modèle où vous allez indiquer les noms des personnes qui étaient là, éventuellement s'ils étaient représentés par une autre personne, s'il y a une procuration. Toujours bien garder aussi les procurations, les présences, voilà, les personnes ont signé.
Si vous souhaitez les défrayer pour leur déplacement, comme ça, vous avez aussi une trace que la personne était bien là, voilà. Donc, bien garder ça et les convocations aussi avec l'ordre du jour pour montrer que vous avez bien convoqué dans les délais prescrits. Donc là, si vous gardez tout ça sous format informatique et scanné, ben vous faites un dossier par année, par assemblée générale, un dossier. Vous avez un dossier par année, vous avez les AG, vous avez les CA, et vous gardez bien ça de manière chronologique, voilà, en mettant bien les dates. Comme ça, vous retrouvez facilement d'une année sur l'autre. Il faut penser que vous ne serez pas éternel dans votre association, qu'à un moment donné, vous pouvez démissionner, et que les personnes qui doivent vous suivre doivent pouvoir s'y retrouver dans vos documents. Donc, c'est important de l'indiquer. Anne-Sophie nous demande si les présences ne peuvent pas être simplement reprises dans le contenu du PV. Ben oui, parce qu'au départ du PV, on va indiquer les présents, les représentés et éventuellement les absents qui ne se seraient pas excusés. Mais ici, on parle d'une feuille qui est signée. Donc voilà, c'est aussi plus souvent dans le fait où justement, si les gens ont des jetons de présence ou qui sont défrayés, ben voilà, on a cette feuille-là en plus. Voilà, c'est juste une annexe. Mais bon, si vous faites signer, si vous mettez les gens dans le PV et que vous indiquez bien chaque fois, il n'y a pas de souci. Après, une feuille de présence, c'est une preuve de plus qu'ils étaient bien là. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas contester puisqu'ils ont signé, tout simplement. L'idéal, c'est d'avoir les deux. Oui, c'est ça. C'est mieux. Voilà. Après, si vous n'avez pas la feuille de présence, ce n'est pas dramatique. Mais c'est juste que ça, ce n'est pas contestable puisque les personnes, elles auront signé. C'est ça que ça veut dire. Hein. Alors, au niveau des délais de conservation pour vos documents, ben, théoriquement, tout ce qui concerne l'Assemblée générale, voilà, on conseille quand même, et vos organes d'administration aussi, ben, on conseille de les garder. Voilà, il n'y a pas de raison de les détruire à un moment donné, de PV, d'Assemblée générale, etc. En dehors du fait que c'est important de savoir qui a pris quelle décision à un moment donné, et si on doit retourner et voir pourquoi on a fait tel achat, ou pourquoi on a engagé telle personne, ou pourquoi on a licencié telle personne, etc. Je dirais, c'est important d'avoir votre historique. Donc, je dirais que là, au niveau des PV, ben, il n'y a pas de raison de s'en séparer. Voilà, gardez-les bien. Pour les documents qui sont plus des documents justement liés à la comptabilité ou vos documents sociaux, là, les délais de conservation, pour la comptabilité, on est plutôt sur 10 ans. Donc, il y a des choses où on disait que c'était plutôt 7 ans, etc. Mais apparemment, d'après ce que ma collègue comptable dit, on serait plutôt maintenant par précaution sur 10 ans. Donc, pour ne pas chercher, tiens, est-ce que ce document-là, je dois le garder 7 ans ou est-ce que celui-là, c'est 10 ans, gardez tous vos documents comptables au minimum 10 ans. S'il s'agit des documents sociaux, c'est-à-dire les contrats de travail, ça, vous devez garder au minimum 5 ans. Donc, de nouveau, vous pouvez les garder sous format informatique aussi. Donc, je sais bien qu'aujourd'hui, on est plutôt dans la numérisation et ça a beaucoup d'avantages, bien évidemment, mais si vous avez encore des documents papier, il faut faire attention à quoi? De toute façon, d'une manière ou d'une autre, à la confidentialité des choses. Donc, si vous gardez tout ça sous format papier, ça ne va pas rester sur le coin de votre bureau ou sur la table de la salle à manger chez vous, ça doit se trouver dans une armoire qui est fermée à clé, notamment si vous avez des documents sensibles par rapport à, je ne sais pas, des feuilles d'inscription, à des activités où il y a des données de santé, des choses comme ça. Ben voilà, ça ne regarde personne, donc mettez bien ça dans une armoire qui est fermée à clé. Ça serait quand même idéalement 2 personnes doivent avoir la clé, parce que si vous arrive quelque chose, il faut quand même qu'on puisse avoir accès. Si vous gardez vos documents sous format électronique, il faut quand même veiller à la sécurité. Donc attention aux Google Drive et autres serveurs non sécurisés et cloud accessibles à tout le monde. Je ne conseille pas de garder vos documents comptables, vos documents liés à votre personnel, etc., sur ce genre comment dire, oui, de drive, en fait, c'est ça. Je vous invite plutôt à essayer de trouver un système de serveur plus sécurisé. Voilà, il y en a d'autres. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, je peux vous fournir quelques pistes. Mais il y a aussi déjà tout simplement le système de Dockle que vous connaissez peut-être. Voilà, vous recevez peut-être déjà vos fiches de paye de votre employeur dans l'application Dockle, qui est un système sécurisé gratuit qui a été mis en place par le gouvernement belge. Pour votre entreprise, donc pour votre ASBL, si vous n'avez pas encore fait le nécessaire, je vous invite vraiment à activer votre e-box entreprise. Vous allez taper simplement e-box entreprise, vous allez vous connecter la première fois avec, avec It's Me pour activer votre e-box et c'est là que vous allez recevoir tous les documents qui sont liés à l'administration. Notamment justement quand vous faites votre déclaration fiscale, vous allez avoir la copie dedans. Voilà, vos déclarations de risques sociaux pour vos travailleurs. Voilà, vous avez tout ce qui concerne votre entreprise qui vient par exemple de l'ONSS ou du fisc va se retrouver dans votre e-box entreprise. Et vous pouvez stocker notamment dans Dockle. Il y a aussi, je sais, la Fédération des notaires qui a mis en place une espèce de boîte aux lettres comme ça aussi qui est
vous pouvez conserver des documents. Je pense que c'est gratuit également. Et donc là, ce sont des choses qui sont quand même sécurisées. Après, si vous avez un serveur, que vous avez un informaticien, etc., que vous avez un serveur sécurisé, ben c'est très bien aussi. L'important, c'est que tout ça ne soit pas au vu et au su de tout le monde. Et encore une fois, voilà, je déconseille vraiment les Google Drive, OneDrive, etc. Parce que là, quand même, c'est accessible. Vous le savez, voilà, au niveau du Patriot Act, on peut avoir accès à tout. Et donc, voilà, vos documents sont là. Attention aussi à l'intelligence artificielle. Ne confiez pas des informations confidentielles quand vous posez des questions à ChatGPT. Hein. Très attention à ça. Important, je disais, pour la continuité aussi de votre structure, de convenir d'une logique commune pour le classement des documents. Donc pour ça, il y a des méthodes, on peut vous en conseiller. Et ici, si vous le souhaitez, vous faire accompagner pour un peu la mise en ordre de tout cela et de votre archivage et de la sécurisation et aussi pour la mise en place de tout ce qui concerne le RGPD. Je peux vous conseiller une personne qui avait aussi donné une formation chez nous à un moment donné. La société s'appelle Valorescence et donc elle fait des formations, elle fait des accompagnements et elle peut même vous aider même à venir classer. Voilà, peut-être vous avez un club voilà, qui est ancien, vous avez beaucoup de documents, vous avez des tas de caisses de documents papier, vous ne savez pas quoi faire ni ce que vous devez garder. Eh bien voilà, c'est possible de se faire accompagner pour ce faire via cette société qui est, voilà, c'était la présidente de la Fédération des archivistes, c'est une personne très très efficace que je vous conseille vivement, n'hésitez pas. Voilà, j'en ai terminé ici. Pour aller plus loin, donc je vous l'ai dit, vous pouvez vraiment nous solliciter pour demander des modèles de documents auprès du pôle juridique de l'AISF. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances, ben, sachez que l'AISF organise des formations de dirigeants de clubs donc qui sont complémentaires à ce que vous avez ici au niveau du hockey. Je sais que la Fédération de hockey est exemplaire à ce niveau, voilà, depuis des années et des années qu'il y a des formations qui sont mises en place pour vous. C'est vraiment une fédération sur laquelle on peut compter au niveau voilà, de vos formations. Mais si vous voulez approfondir, il y a une formation dirigeant de club qui compte environ une quarantaine d'heures. Donc, il y a différents modules, notamment aussi sur les subventions, les aides, la gestion de la SBL en elle-même, des modules sur la comptabilité, sur le sponsoring, sur la gestion de vos collaborateurs. Donc, ça, c'est le module que je donne. Moi, je suis plus sur le droit du travail, donc les statuts des collaborateurs sportifs, donc du volontaire au salarié en passant par l'indépendant, etc. Et donc voilà, ces formations, on les donne 3 fois par an. Il y a encore ici des possibilités pour la prochaine session qui commence en janvier à Jambes, donc à Namur. Celle de Liège et de Bruxelles étant complète, mais bon, on va chaque année dans différentes provinces pour vous permettre d'assister à ces formations. Elles sont aujourd'hui en format hybride, donc il y a des séances en présentiel et il y a des séances aussi, donc vous avez un Moodle où vous avez des webinaires et des exercices pour avoir c'est un brevet ADEPS, hein, encore une fois, donc vous pouvez suivre cette formation si vous le souhaitez. Vous avez ici donc les coordonnées de mes collègues. Donc j'ai évoqué tout à l'heure Sophie Deneau et Kevin Huygria, donc ils sont les spécialistes du droit des ASBL. Kevin, vous le verrez lors du webinaire du mois de janvier. Donc lui, il est aussi spécialisé au niveau de la responsabilité et au niveau des assurances. Donc il vous parlera de ça longuement lors du prochain webinaire. Sophie, elle, c'est aussi Madame RGPD vie privée. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, si vous avez besoin de mettre en place votre politique RGPD, vous avez des questions, par exemple, aussi sur le droit à l'image, sur voilà, est-ce que je peux prendre des photos durant mes activités, comment est-ce que je peux diffuser, etc. Là, c'est Sophie. Alors, Luc De Witt, lui, il est plus spécialisé au niveau des fédérations sportives, des réglementations et aussi de tout ce qui concerne justement les sanctions, etc. Donc, il s'occupe notamment des questions de dopage aussi. Je ne sais pas si au niveau du hockey, dans vos clubs, je ne pense pas que vous soyez trop concernés. Ce n'est pas le sport qui est le plus concerné en matière de dopage, mais aussi les sanctions, voilà, les règlements disciplinaires, etc. Il peut vous aider. Et Stéphania Mancini et moi-même, nous sommes vraiment plus spécialisés donc, dans le droit du travail, c'est-à-dire le droit social, le droit de vos collaborateurs sportifs.
Et aussi, Stéphania s'occupe des centres sportifs locaux, mais ça, c'est moins votre rayon. Mais voilà, quand je ne suis pas là, Stéphania peut répondre aussi à toutes les questions en termes de droit du travail. Vous avez là les numéros donc, de l'AISF et de l'AES. Donc, pour rappel, les équipes travaillent dans les mêmes locaux, hein. On a une vingtaine de travailleurs en tout pour les deux structures. Donc, l'AISF, donc vous connaissez, Association interfédérale du sport francophone, nous, c'est la coupole des fédérations et des clubs sportifs. Et l'AES, c'est son pendant pour les centres sportifs, donc pour les infrastructures. Voilà, voilà. Donc, moi, je crois que j'ai respecté le deal ici au niveau du timing. Voilà. Je vais peut-être arrêter le partage. Voilà. Si vous souhaitez encore qu'on discute un peu et poser quelques questions, je suis à votre disposition. Il y avait encore une question dans le chat de Oui, Anne-Sophie. Y a-t-il des jours fixes pour ces formations? Car souvent, c'est la distance qui est oui. un frein. J'ai bien entendu Liège, Namur et Bruxelles. Le Hainaut pourrait-il être envisagé? Oui, oui, on a déjà donné dans le Hainaut aussi, très régulièrement. Je pense qu'on était à Mons ou à Charleroi il y a un an ou deux. Donc, c'est vraiment, je dirais, un an sur deux, on fait un peu tout le tour de Belgique et donc dans toutes les provinces francophones. Donc, il y a tout, systématiquement Bruxelles en général, plus une autre province. Donc, cette fois-ci, ici, c'était Liège. C'est Namur qui, pour le prochain trimestre. Et donc, très probablement, la fois suivante, ça sera le Hainaut et le Luxembourg. Donc oui, on va dans toutes les provinces et on fait normalement 3 sessions par an. Maintenant, il y a beaucoup moins de présentiel qu'auparavant, donc vous pouvez vraiment suivre beaucoup via donc le Moodle. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'assister à toutes les séances en présentiel non plus. Ma foi, si vous avez 80% de présence au niveau de l'ADEPS, ça suffit. Donc voilà, il ne faut pas trop vous tracasser par rapport à ça, ça reste gérable. Voilà. Réforme du Code civil à la Louvière, oui, en effet. Oui, c'est ça. C'est pour ça que ce n'était pas mon collègue qui donnait la formation ce soir, parce qu'ils font toute une tournée pour l'instant sur la réforme du Code civil, comme on avait fait aussi une tournée lorsque le Code des sociétés et des associations est sorti. Et voilà, il y a aussi la boîte à outils, la valise à outils, voilà, comptabilité. Il y a oui, aussi, je pense, 10, 12 soirées de formation. Donc voilà, on va un peu partout. On essaye d'aller au plus près de vous, en effet. Dans le chat, je ne vois plus de questions. S'il y en a Je encore, n'en vois n'hésitez plus pas à non les plus. poser. Ou oralement, Oui, finalement. oralement, allez-y, hein. J'ai été si claire que ça? Moi, je pense, hein. Ouais, mais moi, je contacterai directement l'organisation, c'est plus simple. Oui, oui, J'ai n'hésitez trop de pas. questions. Oui, c'est ça, voilà, c'est pour ça que je dis, voilà, c'est pas fait ici non plus pour poser des questions. Peut-être parfois c'est personnel, il peut y avoir des conflits au sein d'un conseil d'administration et on a des difficultés à les régler. Ben voilà, on a l'habitude de répondre à ça aussi. Donc voilà, on va pas s'immiscer dans la gestion de votre association, bien sûr, mais si vous avez besoin de conseils purement juridiques par rapport à ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire et comment on peut faire appel à une médiation notamment, voilà, c'est des choses qu'on va régler de manière plus personnelle. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de clôturer maintenant. Donc moi, je vous enverrai le PowerPoint demain avec la présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours contacter Karine ou ses collègues qui seront donc en dernière page du PowerPoint. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail au besoin. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire et à la prochaine fois. Bonne soirée. Merci Salut. beaucoup, Merci merci beaucoup, à bonne soirée, vous. merci.